Eh bien, bonsoir à tous. Vous écoutez comme chaque lundi de Tout et de Rien, votre émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Et aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu bientôt la fin de la saison, mais ça nous empêche quand même pas, d'accueillir de nouvelles têtes, de nouvelles voix surtout, car nous sommes bien en audio. Et j'aimerais vous présenter Tiffany. Comment ça va, Tiffany, aujourd'hui ? Ça va parfaitement bien, Marc. Ça va parfaitement bien, Ouais. super. Et avec elle, on a également Jules qui est de plus en plus présent dans cette émission et c'est toujours un plaisir. Comment ça va, Jules ? Bah ça va et toi ? Eh ben écoute, moi ça va très très bien, ça va toujours quand j'enregistre des choses. Mais merci encore de me permettre de justement être plus en plus présent dans l'émission. Merci encore à toi. Ce que je vous propose, c'est qu'on entre directement dans le vif du sujet, pas d'introduction spécialement à rallonge, et je te propose, Tiff, de te lancer la tête la première dans la belle joie finalement du podcast, parce que tu nous as prévu un petit quelque chose déjà pour ta première venue, et ça c'est chouette. Moi, ce soir, je vais vous parler du tatouage, mais le tatouage étant un sujet très vaste, comme on peut l'imaginer, j'ai décidé de m'attarder sur une petite histoire en particulier. Et cette histoire, je vais l'illustrer en une question qui est: comment un Ruyten a-t-il fait que des aristocrates anglais se soient tatoués fin XVIIIe siècle ? Alors déjà, pour vous présenter un petit peu cette petite histoire, il va falloir que je vous parle un petit peu de l'histoire du tatouage en général. Et je vais commencer tout de suite, du coup. Alors, j'aimerais vous parler d'histoire du tatouage, et je ne pourrais pas en faire un descriptif complet et ultra détaillé, car cela prendrait beaucoup de temps, évidemment. Mais j'aimerais vous raconter comment James Cook et May ont rendu le tatouage tendance chez les aristocrates anglais. Cependant, pour vous raconter cette histoire, il faut se replacer un peu dans le temps. Car si pour nous, contemporains, le tatouage s'est démocratisé et qu'il est aujourd'hui monnaie courante, ce dernier est une pratique datant de plusieurs milliers d'années et la vision des peuples à son égard n'est pas la même selon les époques. De plus, son histoire malgré tout reste assez floue et ne se cantonne pas à une seule zone géographique. Le tatouage moderne européen, et anglais évidemment, et de manière générale occidentale, vient sans aucun doute des voyages et des colonies européennes à travers le monde. Il faut donc, pour comprendre un peu mieux l'histoire que je vais vous raconter, poser un socle historique et social du tatouage pour se rendre compte à quel point elle est étonnante. Pour débuter notre rapide historique, je vais commencer du tout début de celle-ci, avec la signification du mot tatouage. Déjà, l'origine de ce dernier vient du polynésien tato, T-A-T-A-U. Un rite durant lequel on coloriait sa peau lors des étapes importantes de la vie en utilisant des dents de requin et des os taillés. Le mot tato vient de l'expression ta-atua, T-A plus loin A-T-U-A, qui veut dire frapper. C'est une technique ancestrale qui pourrait dater de moins 1300 avant notre ère. Et je continuerai avec une personne que vous connaissez bien, Otzi. En effet, Otzi est le premier homme tatoué, ou en tout cas le premier homme avec une trace de tatouage sur le corps. C'est un homme de 5000 ans, il serait né vers moins 3300 avant notre ère, retrouvé dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Otsal, d'où le surnom attribué à la momie, dans un état de conservation particulièrement bon. Grâce au froid, la peau de l'homme est restée intacte et l'on a pu retrouver sur cette dernière plusieurs traces de tatouage, 61 pour être exact. Les tatouages sont des traits parallèles incisés qui ont été frottés au charbon de bois et se situent, pour la plupart, sur le bas de ses jambes. On ne connaît pas la signification, évidemment, de ces tatouages, mais on pense qu'il pourrait avoir un but médical. En effet, ces tatouages se trouvent au niveau de ses articulations et Audi souffrait d'arthrose. Alors, est-ce que cela aurait un lien ? Ça reste à prouver, évidemment. Deux autres exemples qui ont longtemps été considérés comme les plus vieilles traces de tatouage au monde sont encore une fois deux momies, mais celles-ci datent de moins 2000 avant notre ère et ont été retrouvées en Égypte. D'accord. Pendant l'Antiquité, le tatouage était un signe distinctif pour les meurtriers ou les voleurs. Il est également le signe d'un bannissement, comme lorsque la Grèce marquait les esclaves pris en délit de fuite. Le tatouage est donc présenté dans ce contexte comme une façon de repérer et de déshumaniser une personne pour un crime commis. Ce n'est donc pas un hasard si le tatouage était au départ très marginalisé en Europe. Les religions monothéistes au Moyen-Âge rejetaient ce procédé complètement. Dans ces religions, le fait de modifier son corps, qui est une œuvre de Dieu, était considéré comme une insulte à ce dernier. C'est aussi pour cela que les premiers tatoués européens ont souvent été des libres penseurs ou des marginaux, prisonniers, voyous, marins. Certains d'entre eux voulaient paradoxalement montrer leur attachement à leur religion,
Ainsi, beaucoup de personnes venant d'un milieu populaire se faisaient marquer des croix chrétiennes ou autres vierges. L'histoire du tatouage reste en Europe assez floue, comme l'histoire du tatouage en général, parce qu'on a très peu d'écrits. Cette pratique se serait éteinte au Moyen-Âge en Europe suite à la condamnation par l'Église qui considérait le tatouage comme une marque du démon. Le pape Adrien Ier interdit le tatouage en 787, mais la coutume résiste. Même si les textes bibliques sont précis sur cette pratique, ils n'en sont pas pour autant sans paradoxe, et les adeptes ont eu vite fait de discuter cette condamnation. De plus, dans certains peuples croyants, le marquage du corps pouvait être accepté culturellement, comme chez les Bretons ou les Pictes d'Angleterre par exemple. Même une fois christianisée, la pratique ne s'est pas perdue. Pour la religion musulmane, la situation était similaire. Par exemple, les Berbères pratiquaient le tatouage très couramment, et ce, même après la montée de l'islam. Toute modification corporelle était interdite par les textes sacrés, mais apparentée aux religions, elle pouvait potentiellement être licite. Les Templiers, par exemple, se tatouaient des croix, car à leur mort, ils voulaient pouvoir être enterrés de manière chrétienne. Pour les communautés religieuses minoritaires de certains pays, se marquer permettait de se reconnaître entre eux. C'était un rapport fort d'affiliation religieuse. Un petit peu plus loin dans le temps, les missionnaires européens sont à la fois curieux mais aussi rebutés par le tatouage polynésien, qu'ils découvrent à la fin du XVIIIe. Ils considèrent le tatouage comme une pratique barbare et sauvage. Cependant, si les religieux chrétiens tentent d'empêcher ces pratiques païennes en les condamnant, les marins eux aussi finissent par se faire tatouer et même par imposer leur tatouage aux autochtones. Donc, si on s'arrête un petit peu jusque-là et qu'on fait un petit résumé de l'histoire du tatouage, de l'Antiquité jusqu'à fin XVIIIe, il est très marginalisé et affilié bon gré mal gré à la religion. D'accord. Alors, comment May ou May d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai demandé à Google Traduction, il ne savait pas non plus, donc je vais dire May parce que j'aime bien. Voilà. Alors, comment May a-t-il pu rendre le tatouage tendance chez les aristocrates fin XVIIIe ? Précédemment, je vous ai parlé de la définition du mot tatouage, qui est emprunté à la culture polynésienne, car l'art du tatouage dans les îles Pacifiques était très répandu, chaque île abordant le tatouage de manière différente. Et c'est à ce moment-là que notre premier personnage rentre en scène. En effet, à la fin du XVIIIe, en 1779, c'est James Cook qui rapporte l'expression « tato » en revenant de son voyage à Tahiti. Mais quelques années auparavant, en 1773, ce dernier débarque sur les îles du Pacifique à bord du Resolution pour son deuxième voyage dans le cadre d'une expédition scientifique britannique. Et c'est lors de ce voyage que James Cook va rencontrer notre personnage principal, May. Cook revient de son expédition sur les îles Pacifiques avec May, qui est appelée par erreur O'May une fois arrivé au Royaume-Uni. May, c'est qui ? May, c'est un Raiaton, habitant d'une île qui s'appelle Ulietea. Il a 22 ans et c'est un jeune homme très ambitieux. En effet, dans son clan, il est conseiller du roi en place, une très bonne position pour un jeune exilé dont la famille fut dépossédée de ses biens sur son île d'origine. Mais le jeune homme a d'autres ambitions. Il veut découvrir le monde. Alors, ça c'est pareil, c'est une interprétation personnelle. Peut-être qu'il avait d'autres raisons de partir, mais on a très peu d'écrits, en tout cas de preuves de ce qui a vraiment poussé ce jeune homme de 22 ans à partir à l'autre bout du monde. Ouais, ok. Ce qui est normal. Donc, ce jeune homme veut découvrir le monde et n'hésite pas à demander au capitaine Tobias Furneaux, qui commande l'Adventure, le second navire de l'expédition, de l'emmener à bord, où il sert comme matelot qualifié sous le nom de Omi Tetubi, voilà. Il est le deuxième homme polynésien à venir en Europe. Pendant les 2 ans où il reste en Angleterre sous le patronage du naturaliste suédois Daniel Solander, qui faisait aussi partie du voyage de James Cook, il fait l'admiration des locaux. Autant des scientifiques que des politiciens, que des nobles, ils sont tous sidérés de ne pas voir un sauvage comme on leur avait conté. Évidemment, on est dans le temps des colonies. Donc dans la tête des Anglais, des Européens, des Français, c'est ces Polynésiens qui sont, c'est même pas des hommes, quoi. Ouais, bah c'est. Sauf que, c'est ça. Sauf que May, il arrive, il est sage, il est loyal, et en plus de ça, il est beau. Donc, ça va être découverte totale d'une autre culture, mais sous un angle beaucoup plus respecté. Voilà. Donc, il va vraiment être couvert de cadeaux. On va écrire des pièces de théâtre sur lui. Il va être représenté par des peintres très connus à cette époque-là en Angleterre.
ça va jusqu'au point où quand James Cook va ramener May dans son île, il va lui faire construire une maison. Non. Alors, bon, c'est assez incroyable, on est sur aussi, vous savez, c'est du respect, parce que je pense qu'il était vraiment apprécié par ses amis, mais je pense qu'aussi il y avait cette espèce d'admiration, de culte qui s'est tourné autour de lui, voilà, de cette espèce de demi-homme, demi-dieu qui venait d'une île à l'autre bout du monde. Mais quel est quand même le rapport entre May et les aristocrates anglais? Eh bien, May est une star. Il est aussi polynésien et surtout il est tatoué comme la plupart des membres de son peuple. Donc, grâce à lui, les aristocrates anglais commencent à voir dans le tatouage quelque chose qui n'appartient plus seulement aux marginaux et aux brigands. En effet, le tatouage polynésien est aussi un marqueur social, car il était essentiellement porté par les classes supérieures. Il servait aussi à raconter la vie de son porteur, de sa famille et de ses aspirations. Donc le tatouage dit tribal est parfois un vrai arbre généalogique qui porte le nom d'une grande famille. Alors les nobles anglais commencent à vouloir eux aussi être marqués du blason de leur famille. Ils commencent donc à se faire tatouer des symboles, la plupart du temps reliés à la royauté, des dragons sur le torse par exemple. Et je vous parle pas de petites pièces, Je vous parle de dragons qui prennent tout le torse. Ah, d'accord. Un truc extraordinairement badass. Ouais. C'était très, très stylé, voilà. Trop classe. Donc, pour finir, cette histoire pourrait nous faire entrevoir, de la part des Européens, une connaissance et un respect nouveau du tatouage et surtout de ces peuples polynésiens. Et c'est le cas, mais malheureusement de la pire des manières. Car dans les années 1820, les Européens échangent des têtes décapitées et tatouées de Maoris contre des fusils dans le but de collectionner ces tatouages primitifs qu'ils avaient fini par voir comme des objets de collection. Super influence. Voilà, donc la conséquence pour les Maoris fut la quasi-disparition des tatouages sur le visage, parce que pour des raisons évidentes, voilà. Oui, forcément. C'est ça, les gars, gardez la tête froide. Allez, alors... Donc voilà, c'est assez triste de se rendre compte qu'effectivement... En fait, ce May qui est un personnage qui a été très important, même qui a été un grand ami, vrai ami de James Cook, qui a apporté cette espèce de d'aura autour de lui, n'a servi, en fait, lui il est pour rien, mais n'a amené que plutôt du mauvais sur la culture de ses semblables en fait. Et c'est relativement triste. Oui, un peu, ouais. Bah oui, Lucas. L'histoire du tatouage ne cessera d'évoluer, cependant, et jusqu'au XXe siècle, il restera l'histoire des marins, des bandits et des marginaux. Aujourd'hui, il se trouve sur un bras, sur une cuisse, un dos, une main. Avec les années, le tatouage est devenu un véritable phénomène de masse, plus uniquement cantonné à une pratique de mauvais garçons. Il touche tout âge et tout milieu confondu. Le tatoueur Tintin, organisateur du mondial du tatouage à Paris, ayant rassemblé plus de 30 000 personnes en 2018, commente « Tout le monde veut son tatou ». Sans plus aucune distinction d'âge, de niveau social ou de sexe. Le tatouage des plus transgressifs. Certains le font par amour, d'autres par haine, par mode, par bêtise ou par intelligence. Selon moi, aujourd'hui, le tatouage offre une affirmation de soi, devient un marqueur temporel, un besoin de rassemblement, ou choisi simplement pour son esthétisme, il est en quelque sorte une recherche de notre vérité. Voilà, c'était la petite histoire de May et de James Cook et des gens qui coupaient des têtes à des Maoris. Voilà. Et merci, bravo pour ta première chronique. Oui, trop cool. C'était trop cool. Trop cool. J'ai juste une question. Oui. Ça s'écrit comment, May, du coup? M-A-I. M-A-I, d'accord, ok, ça marche. Juste M-A-I. Ouais. D'accord. C'était vachement intéressant. Ah, je suis curieux de voir une image, en fait, de ce personnage, du coup. C'est vrai que j'ai pas vu. Ouais, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de googler, et je trouve rien, en fait. C'est ça qui est fou. Alors, tu le trouveras parce que tu travailleras en tapant O-May. O-M-A-I. Parce que d'accord. Quand il arrivait en Angleterre, on a transformé son nom, on s'est trompé, tu vois, ah oui, ça y est, je l'ai, ok. Voilà. Là, il y en a plein, d'accord. Ok. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ah, stylé. Et il avait plutôt la grosse classe. Ouais, il est carrément classe, tu m'étonnes. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que parce que quand il voulait rentrer chez lui au bout de 2 ans, quand James Cook l'a ramené, il a pas ramené May sur son île natale, il l'a ramené sur une autre île. Ah oui, d'accord. C'est pratique, ça. Non, pour des raisons qu'on connaît pas, mais pas parce qu'il s'était trompé. Parce que c'est vraiment, ah merde, je t'ai pas ramené dans la même maison, quoi, super. Désolé.
C'est le tonton Ouais, raciste. c'est ça. Ouais, C'est pareil, non, elles se ressemblent toutes, hein. tatoué, là. Il y a des palmiers, il y a de l'eau, tu te sens autour de l'élément, non? Non, bon, pas pour cette raison-là, et heureusement. Non, en fait, il l'a ramené, on sait pas trop pourquoi, mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il avait tellement peur que les populations locales soient hyper jalouses de lui, parce que mais il est revenu, le gars, il était blindé, quoi. Il avait énormément de bijoux, énormément de nourriture, enfin, il avait été vraiment, glorifié. Et du coup, James Cook est allé sur les îles autour en disant, si vous faites chier May, on vous bute. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'était un bon pote, quoi, en fait, quand même. Genre, je pense qu'il y avait une réelle relation, au moins de respect très forte entre les deux hommes, qui sont devenus, à mon avis, dans le temps des amis. Et je pense que la démarche de James Cook était pas forcément une mauvaise démarche, en tout cas avec lui, quoi. D'accord. Okay. Je vois aussi, là, c'est son tatouage de visage qui est vachement stylé. C'est horrible ce que je vais dire, mais du coup, je comprends le commerce de tête de Maori. C'est un peu triste, par contre, mais c'est vrai que c'est hyper classe, quoi, franchement. Et ce qui est absolument abominable, c'est que du coup, ça existe quasi plus, quoi. C'est ça. Et et parce qu'en fait, t'avais aussi des Maoris qui chopaient des gens d'autres clans du coin pour les revendre à des blancs. Pour les revendre, oui, parce que c'est rarement les mecs de ton propre clan que tu vas décapiter et que tu vas vendre après derrière, quoi. C'est souvent les clans d'à côté, quoi. Ni même toi-même. Si par exemple t'es tatoué sur la tête. Par exemple. Non, mais ouais, donc c'est des histoires assez glauques et assez tristes parce que je me disais, c'est super beau cette histoire. Mais en fait, pour moi, mais malgré tout, il est resté je dirais pas un clown, mais un espèce de truc un peu, tu sais, il s'est pas vraiment, il a pas vraiment été inclus, en tout cas dans la société anglaise pour que quelques années après on fasse ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est parce que c'est sur quoi? C'est sur 30 ans? Oui, c'est vraiment directement après sa venue, tout d'un coup, bam. C'est vraiment directement comme après. Comme si les gars avaient pas compris ce qu'il avait essayé d'enseigner, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Grave, En fait, ils ont pris le pire, quoi. Ils ont fait, on voit ça comme un truc hyper classe, comme un objet de musée, vas-y, on va couper des têtes. Donc on va en récupérer, quoi. On va couper des têtes. Alors qu'en fait, c'est sur soi qu'il faut le faire. Voilà, ou alors on va protéger, je sais pas, mais tu fais pas ça, quoi. C'est voilà, du coup, pas la tête des gens. C'est pas bien, voilà. C'est pas bien. Ne coupez pas des têtes des gens pour des tatouages. Arrêtez. C'est pas bien, ça. C'est ça, la morale de l'histoire. Écoute, merci, Tiff, pour cette petite chronique très sympa. J'espère que ton premier passage t'a plu, que t'as pas été trop intimidé. Il y en a qui l'ont été jadis, donc j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Ça va. Ça va? Super. On peut dire que le tatouage, c'est un peu une forme de folklore, un petit peu, d'une certaine manière. En tout cas, ça fait partie d'une culture, comme tu l'as si bien dit. Et il se trouve que moi, j'ai envie de vous parler un peu de culture aujourd'hui, parce que oui, c'est un peu un jour spécial, parce que j'ai prévu une chronique, vu qu'on n'est que 3. Donc, je refais ça un petit peu à l'ancienne, où je me mets à faire des chroniques. Vous allez très rapidement comprendre de quoi ça va parler. Mais avant, il faut que je vous pose une question. C'est une question qui est toute bête. Est-ce que vous savez quel est le point commun, on dirait le début d'une blague, je sais, mais entre un elfe, un gnome, un nain, une fée, un troll et un gobelin? C'est que c'est tous des personnages d'un folklore des gens qui existent, des trucs qui existent pas. C'est que des trucs qui existent pas, exactement. C'est que des personnages de folklore. Et plus précisément, peut-être que Jules, tu le sais, je ne sais pas. Ils font tous partie de ce qu'on appelle couramment du lore Tolkien. Alors aussi du lore de Tolkien, mais ils font tous partie couramment de ce qu'on appelle le petit peuple. Ah bah oui, le petit peuple. Okay. Eh oui, tout simplement. Le fameux petit peuple. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit peuple? Alors comme le dirait un certain Benjamin, que vous connaissez bien, je crois qu'une définition est de mise. Et il se trouve que j'en ai justement une qui sort tout droit de l'Académie française. Oui, de l'Académie française elle-même. On dit le petit peuple pour dire le bas peuple, le menu peuple, les gens de petites étoffes, pour dire des gens de basse condition. Pardon, ça c'est pas la bonne définition, ça c'est la définition qui désigne la catégorie sociale la moins aisée de la population, les pauvres, quoi. C'est le mauvais sujet. Alors le petit peuple, en fait, en réalité c'est un terme qui désigne les petits êtres humanoïdes issus de mythologie et du folklore, principalement celtique et nordique. En gros, c'est un petit peu les créatures issues d'une mythologie européenne des peuples qui ne sont ni latins ni grecs, pour simplifier un petit peu à outrance. Nous allons utiliser le terme de petit peuple, mais ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux pays d'Europe, les créatures surnaturelles des différents folklores étaient désignées indirectement par différentes périphrases avec des expressions comme les belles gens, les bons gens, le petit peuple. C'est presque en fait toujours la même chose, quel que soit le pays. Un exemple, chez les Scandinaves, le terme c'est small folk. Littéralement, c'est petit peuple, small folk.
petit peuple en anglais aussi. Ça désigne aussi leurs créatures surnaturelles à eux. Okay. Je peux vous citer aussi par exemple un certain Robert Kirk, plutôt Robert Cook, si on veut donner un accent un petit peu anglais, c'est un pasteur écossais qui est notamment l'auteur de La République mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres semblables. Il a écrit ça en 1690 et dedans on peut trouver la phrase suivante. Ces Sith ou Fairies, qu'ils appellent Slag Maith ou le bon peuple, étaient vraisemblablement pour éviter d'attirer leurs attentions néfastes, en tout cas d'après la coutume des Irlandais de bénir tous ceux qu'ils craignent. Alors cette phrase elle peut paraître un petit peu bizarre parce qu'elle est complètement retirée aussi de son contexte, je vous l'accorde, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que si on les appelle comme ça, le bon peuple, le petit peuple, c'est parce qu'en fait en réalité on les craint beaucoup. C'est un peuple dont on a peur. Un petit aparté aussi, dans la phrase, vous avez remarqué que j'ai dit c'est Sith. Alors ici, Sith, ça s'écrit exactement pareil que les Sith dans Star Wars, mais pourtant, ça n'a absolument rien à voir puisque ça vient du gaélique Aes Sid, qui signifie le petit peuple, version irlandaise, tout simplement. Plus récemment, c'est l'auteur Pierre Dubois qui va écrire de nombreuses encyclopédies sur le sujet et qui va donc démocratiser le principe du petit peuple comme désignant les êtres humanoïdes dont je vous parlais, issus des mythologies du folklore. Par extension, le mot fée en anglais, fairy, peut aussi désigner le petit peuple dans son sens étendu, tandis qu'en français, c'est pas le mot fée qu'on utilise, c'est le mot lutin. Allez voir la page Wikipédia du lutin, il y a tout et n'importe quoi dedans. C'est pourquoi même aujourd'hui, en français, le terme anglo-saxon a fini par être francisé et on parle aussi de féerie pour parler du petit peuple. Mais dis-moi d'ailleurs, juste une question, une interrogation. Vas-y. Pierre Dubois, c'est pas celui qui a un corbeau comme animal de compagnie et qui s'habille, t'as l'impression d'être justement dans un conte. Et ben je crois que c'est ce mec-là parce qu'en fait c'est un conteur, un auteur, etc. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est aussi l'inventeur de la profession d'elphicologue et de la science de l'elphicologie. Ouais, ça me disait quelque chose, ouais. Totalement barré. Ça doit être. Ce qui est quand même relativement stylé parce qu'il a scientisé un petit peu tout ça et il a employé ce terme d'ailleurs pour la première fois en 1967 parce qu'il en avait marre de répondre écrivain quand on lui demandait sa profession. Ça doit être sympa les sorties terrain pour ce genre de métier. Ouais, franchement, ça doit être hyper sympa. Alors regardez là, ici c'est l'endroit où il y a des elfes. Franchement, c'est un métier qui doit être absolument incroyable d'être elphicologue. Ouais, grave. Bon, après du coup, pourquoi je vous parle de ça, moi? De quoi je vais vous parler? En fait, comme je vous l'ai dit, je savais qu'on allait être que 3, donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier soir, j'ai réfléchi à un truc vraiment en vitesse à préparer qui puisse aussi un minimum vous intéresser tous les deux. Et j'ai pensé au petit peuple. Bon, j'ai pensé à plein d'autres trucs aussi avant, mais en fait, le petit peuple m'est venu en tête parce que Jules t'avait fait une chronique sur l'équivalent islandais, le Huldufolk. C'est ça, le Huldufolk. Et le Huldufolk, le fameux peuple caché. Encore une fois, il y a folk c'est le peuple, comme d'habitude. Et donc du coup, hier, je glandais chez moi et j'étais sur la page Wikipédia. Et je listais toutes les créatures du petit peuple pour savoir un peu plus et voir s'il n'y avait pas moyen de faire une chronique sur le principe du petit peuple. Et non, il n'y a pas moyen de faire une chronique sur le principe du petit peuple. Pourquoi? Tout simplement parce que sous les yeux, j'ai la liste Wikipédia des membres du petit peuple et on va en lire quelques-uns. Il y a les Argiduna, les Fadés, les Falais, les Fantasies, les Farfadés, les Frasses, les Fuélutes, les Gobelins, les Urtésanes, les Iraxos, les Lubins, les Lutins, les Truffandec, les Lutons, les Massotés, les Nutons, les Sautrés, les Chokirés, les Géfrines, les Kérions, les Corrigans, les Lutunes Nozes, lutins de nuit, les Siffleurs de nuit, les Poules piquées, les Belgrottes, les Enduites, les Kobolds, les Meister Hummunglige, les Sittelvolk, les Wilstein, les Haroussés, les Bogart, les Cluricones, les Fanfrelons, les Firdaïk, les Hobgoblins, les Knockers, les Léprechaun, les Lukiren, les Pouks, les Pucks et les Trolls. Et encore là, j'ai vraiment choisi pile poil au hasard en lisant la liste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une page Wikipédia pour chacune de ces créatures du petit peuple. Donc, non mais c'est l'enfer sur Terre en fait. Donc, en fait, non, je vais pas faire une chronique pour vous parler du petit peuple. Je vais faire plusieurs chroniques pour vous parler du petit peuple. Wow, et aujourd'hui, c'est trop mais cool. je suis un fou furieux. Et oui, aujourd'hui, c'est l'introduction. Yes. En fait, au cours de ces chroniques, je vais surtout m'appuyer sur 3 folklores qui forment un peu le petit peuple. J'ai mis 3 d'ailleurs, mais en fait, oui, si 3 c'est bien. Scandinave, germain, celte, et il se trouve que nous en France, on est au carrefour de ces 3 folklores. On va essayer de grossièrement un petit peu les définir. Le petit peuple du folklore scandinave germanique, c'est principalement issu forcément de la mythologie nordique, où vous y retrouvez les elfes, les trolls, les gnomes. À l'inverse, chez les germains, on a plutôt ce qui va être un peu kobold, gobelin. En Islande, il y a le fameux Huldufolk qui est composé plus ou moins des mêmes créatures mais en version un peu invisible de ce que tu avais expliqué la dernière fois. Je vous renvoie justement à l'épisode
Si je me trompe pas, je crois que c'était le numéro 9. Ensuite, pour ce qui est du folklore irlandais, écossais, breton, bref celtique, c'est du coup forcément la mythologie celte qui va prendre le dessus. Là-dedans, on a par exemple des exemples comme la Banshee ou la Bansit, littéralement la femme du Sith qui révèle de la mythologie celtique irlandaise, le Corrigan, qui est plus proche du lutin du coup pour lui, le Leprechaun, etc. etc. Bref, il y en a plein. Et du coup, forcément, au croisement de ces plusieurs influences, celtique pour la Bretagne, germanique à l'est, romaine au sud, même si on dit que les Romains on les comptait pas vraiment, le folklore français comporte aussi bien des lutins, des gobelins que des corrigans, voire même des fées. La mythologie était déjà bien fixée en France, quand la France a été formée, l'État je veux dire, et en fait les personnages merveilleux, spécifiquement français, sont souvent en fait des inventions littéraires ou des évolutions de personnages issus d'un folklore qui est plus ancien que l'État français en tant que tel. Ce qu'on peut dire par contre en revanche, c'est que en gros, toutes ces créatures que j'ai listées là depuis le début, on peut plus ou moins les classer en deux grosses catégories. Parce que souvent c'est plus ou moins la même chose en fait. Les catégories que j'ai choisies, c'est vraiment complètement abstrait, mais c'est aussi parce que c'est là où c'est les plus fournis. Il y a les elfes, les gnomes, les nains, les fées, les trolls et les gobelins. Et ce que j'essaierai de faire, c'est qu'en gros, chaque chronique, parle d'une de ces grosses catégories. Okay. Voilà un petit peu pour l'introduction. Est-ce que tout va bien déjà sur ça? Parce qu'on va ensuite enchaîner sur une de ces créatures. Allez, je suis chaud. Ah, vous êtes chaud? Ouais. Eh bien aujourd'hui, vous allez avoir l'honneur d'ouvrir le bal avec un membre du petit peuple qui ne m'a pas trop demandé d'effort, à savoir le gnome. Pourquoi il m'a pas demandé d'effort? Parce que, il n'y a pas grand chose à en dire dessus, donc ça me permet de bien le composer avec l'introduction. Du coup, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par la chose suivante. C'est quoi un gnome pour vous? Là, comme ça, visuellement, vous imaginez quoi? C'est petit, c'est moche. C'est petit, c'est moche, d'accord. Ouais, et moi j'aurais pas dit moche. T'aurais pas dit moche, toi? Ouais, toi t'as des goûts esthétiques, bon. C'est-à-dire Non mais genre tu vois, un gobelin j'aurais dit moche, tu vois, genre là, ok, c'est genre le truc un peu... Enfin, c'est un gobelin, quoi, t'imagines. Bon, après, il y a un peu le côté Tolkien aussi. Ouais, il y a le Tolkien qui joue beaucoup dedans. C'est difficile de faire la part des choses avec ça, mais un gnome, moi, j'imaginais plutôt, c'est genre une petite entité, effectivement toute petite, mais pas forcément moche, genre, ça peut avoir toutes les formes que tu veux, mais, comme tous les gens du petit peuple, tu vois, genre, sévère. Ils sont plus ou moins bénéfiques jusqu'à un moment où tu les fais chier. Ouais. Et là, par contre, t'as intérêt à te casser de maison parce que là, ils vont te faire tu vois, mais comme, je sais pas, limite comme un autre jardin des fois, tu vois. Ouais, clairement. Mais en fait, vous allez très rapidement comprendre que la plupart du temps, c'est un peu toujours la même chose, en fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un peu d'étymologie. Le mot gnome serait potentiellement un dérivé du néo-latin, donc le latin plus récent, gnomus, qui est souvent présenté comme issu du grec gnosis, la connaissance. Mais il y a une autre théorie qui dit que ça pourrait plutôt descendre de génomos, à savoir plutôt l'habitant des souterrains. Ce qui fait du coup, du gnome, une créature qui vit plutôt dans les souterrains. Ça m'intéresse, c'est cool. Du coup, ouais, c'est plutôt lié à toi, que ça parle de souterrain. Faudra que tu sois là aussi quand je ferai l'épisode sur les nains, du coup. Justement, le gnome, c'est une petite créature humanoïde qui est issue du folklore européen, et il est très souvent confondu, c'est là que ça devient chaud, avec les lutins, les nains et les gobelins, qui eux aussi font partie du petit peuple, et qui eux aussi sont souvent des créatures liées au monde souterrain. Le gnome, il est caractérisé par une très petite taille, une vie souterraine, et une grande connaissance des secrets telluriques. En gros, il connaît vachement bien les grottes. Donc toi, il faudrait que tu t'associes avec un gnome, je pense. Ouais, faut que je trouve un personnage. Plus sur t'es peut-être un gnome en fait, Jules. Qui sait? T'es en train de te transformer en gnome. Merde, ils ont découvert la vraie nature. Enfin. Dans les contes germaniques, les gnomes sont souvent décrits, donc par exemple un peu comme dans les contes des frères Grimm, comme ressemblant à une sorte de vieil homme ridé qui vit dans un souterrain profond. Ouais. Et là, ça y est, on arrive au point numéro 1, le gnome garderait potentiellement des trésors enterrés. Donc on commence à lui mettre une fonction pécuniaire. C'est pour ça que je vous ai dit que pas mal de points communs avec le nain, surtout version Tolkien en fait. Bah ouais, carrément, ouais. Petit fun fact, apparemment, je savais pas, mais les banquiers suisses sont parfois désignés par le sobriquet de gnomes de Zurich. Voilà. Mais un peu comme dans Harry Potter, c'est les gnomes qui s'occupent de la banque. En fait, c'est des gnomes suisses. C'est des gnomes suisses, exactement. Ok. D'accord. Donc il y a un parallèle à faire effectivement avec les gobelins d'Harry Potter, mais il y a aussi un petit parallèle à faire avec le Leprechaun irlandais, qui lui aussi est une sorte de nain qui garde un trésor et qu'il faut pas énerver en fait. C'est pas eux qui volent les enfants. Tu
adopter? Si, en fait, tous les membres du petit peuple volent les enfants. Ah, d'accord. Ils font ce qu'on appelle des changelins. En fait, ils récupèrent ton bébé et ils en laissent un autre à la place qui est pas un bébé humain. C'est un peu dégueulasse. On pourra peut-être en parler un jour aussi parce que c'est pas D'accord. mal compliqué, mais apparemment ils le font tous. Donc c'est pas hyper sympathique. Ok. Mais voilà. Les Leprechaun, ils sont pas spécialisés en godasses ici. Alors je sais pas pour le coup, je ne suis pas encore renseigné sur les Ok. spécificités de chacun, mais je sais que les Leprechauns sont censés garder des trésors, mais après j'ai vu aussi très rapidement que les Leprechauns étaient aussi considérés comme étant un vieil homme parfois ridé vivant dans le souterrain Ouais. avec un trésor, donc il y a un peu une ressemblance. En Ouais. fait c'est un gros micmac parce que tous les membres du petit peuple ont souvent les mêmes caractéristiques et ils peuvent Mhm. se confondre très aisément. Mhm. Pour donner un exemple, la différence entre le gnome et le nain, elle est extrêmement floue. Apparemment, le nom gnome viendrait possiblement en premier pour désigner un nain qui porte un bonnet pointu. Ok. Ça serait des créatures plus robustes et plus tenaces que les nains, on va savoir pourquoi, hein. Mais ça peut varier aussi un peu d'un folklore à un autre. Ce qui ferait que du coup, encore une fois, chez Tolkien, les nains qui sont décrits dans Bilbo le Hobbit seraient techniquement, si on suit le folklore, plutôt des gnomes plutôt que des nains en fait, hein. Surtout dans le Hobbit où ils ont vraiment le chapeau pointu. Mhm. L'archétype du gnome se retrouve pas mal dans les légendes, les folklores de nombreux pays d'Europe, sous d'autres noms, comme par exemple chez les Islandais ça serait le Vaetir, chez les Prussiens ça serait le Kokis. Selon d'autres interprétations, les gnomes seraient effectivement des nains laids, difformes, malicieux et méchants. Même dans la culture judéo-chrétienne, ils appartiendraient plutôt à la catégorie des génies. Selon la Kabbale, ils détiendraient sous terre des trésors, des pierres et des métaux précieux. Vous voyez, en fait, quelle que soit l'origine, il y a toujours un lien un petit peu avec la métallurgie et les souterrains. Je peux vous citer par exemple un certain Henri de Montfaucon, dit l'abbé de Villars, qui est un écrivain français, qui a écrit dans son Le Conte de Gabalis, ou Entretien sur les sciences occultes, qu'il écrit du coup en 1670. Il parle des gnomes, en ceci. La terre est remplie presque jusqu'au centre de gnomes, gens de petite stature, gardiens des trésors, des minières et des pierreries. Ceux-ci sont ingénieux, amis de l'homme et faciles à commander. Ils fournissent aux enfants des sages tout l'argent qui leur est nécessaire et ne demandent guère pour prix de leur service que la gloire d'être commandés. Les gnomidés, leurs femmes sont petites mais fort agréables et leur costume est fort curieux. Ce qui est assez amusant, en fait, dans tout ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le gnome, c'est ce qui a donné le nain de jardin. Ok. Mhm. Ben oui, souvenez-vous, le gnome, il porte un chapeau pointu, visiblement. Et en fait, nous, on appelle ça un nain de jardin. Mais en fait, apparemment, au 19e siècle, c'est l'arrivée des fameux nains de jardin. Ça se développe en Angleterre. Et il se trouve qu'en Angleterre, on dit pas nain de jardin, on dit garden gnome. Ok. Ils gardent justement la caractéristique française d'un nain qui a un chapeau. Et c'est eux qui leur donnent le nom de gnome, en fait, finalement. Ok. Et après, c'est nous qui avons remal traduit derrière gnome en nain, en fait, tout simplement. Ok. On est nul en anglais. On traduit mal les choses. Ouais, généralement, on foire un petit peu. Mais c'est assez rigolo de voir vraiment les espèces de liens qui partent un peu dans tous les sens. Mhm. Voilà un petit peu pour ce qui est de la description du gnome. C'est relativement court. Quelques petites mentions honorables quand même du gnome dans la culture populaire parce qu'il est toujours présent. Mhm. Chez Tolkien, le gnome est quasiment inexistant. La description en effet, ça ressemble quand même pas mal à des nains, mais il faut savoir que le Tolkien a utilisé le terme de gnome au tout début de son œuvre pour parler apparemment de ce qu'on appelle les Noldor. Les Noldor, c'est un groupe d'elfes qui est réputé pour être les plus savants de tous. C'est en référence, encore une fois, au terme grec gnome qui signifie la pensée, l'intelligence, la science en fait, tout simplement. Mhm. Apparemment, ce terme, il l'a plus réutilisé après parce que du coup, ça faisait trop redondant avec les nains et avec le gnome dans l'imaginaire collectif, en fait, tout simplement. Ok. Dans la saga du monde de Narnia de C.S. Lewis, les gnomes sont des habitants du monde souterrain, donc là rien de plus classique. Mais là où ça devient rigolo, c'est que non, dans Harry Potter, les gnomes ne sont pas des banquiers. Ce sont des créatures qui envahissent les jardins. C'est assez ironique puisqu'en fait chez les Anglais, le gnome est censé être le gardien du jardin. Alors que là, du coup, dans les bouquins, les héros, notamment les Weasley, doivent souvent dégnomer le jardin. C'est une tâche qu'ils considèrent comme étant réverbative, mais qu'ils doivent souvent effectuer puisque les gnomes sont très envahissants. Ok. Le gnome, il est aussi très présent dans plein de jeux de rôle papier ou non, tels que Donjons et Dragons ou encore Warcraft. En bref, même si le gnome n'est pas forcément le membre du petit peuple auquel on pense le plus souvent, il reste néanmoins très intéressant. Et surtout, la prochaine fois que vous verrez un nain de jardin, vous saurez qu'autrefois, au lieu de garder des plantes, les gnomes gardaient des trésors enfouis dans les profondeurs de la terre. Trop cool. Trop cool. Et c'est quand même un peu triste de finir en nain de jardin, quoi. C'est un peu triste de finir Ouais, en nain de j'avoue. jardin, C'est ouais. un peu ce que tu dis. Ouais, c'est Les gars, vraiment garder des c'est un peu la trésors et chute, hein, tout. c'est un peu la chute, Ouais, très ça, c'est clairement. Ça, c'est vraiment la C'est chute dommage. sociale, petit peuple, quoi. On y est là.
Mais il y a un lien parce que les créatures du petit peuple sont souvent des gardiens aussi de maison. Si t'es sympa avec eux, ta maison est bien entretenue. Par contre, si t'es un connard, ils vont te faire chier jusqu'à ce que tu quittes la baraque, quoi. D'accord. Donc il y a aussi un lien d'utiliser le nain, le gnome, comme étant le gardien un petit peu de ton jardin, parce que du coup, si t'entretiens bien ton gnome de maison, bah, il entretiendra bien ton chez toi. D'ailleurs, oui, on parlait d'Harry Potter, mais le parallèle avec les gobelins, il est intéressant, mais il y a un autre parallèle à faire entre le gnome et les elfes de maison. Ouais. Parce que pour le coup, les elfes de maison, Oui. c'est vraiment des nains dégueulasses laids et qui sont vraiment des serviteurs. Hein. Vous avez vu dans la description que l'auteur français en fait, il dit que c'est des créatures vraiment qui sont là pour servir les humains et qui sont dociles. Donc l'elfe de maison de J.K. Rowling correspond pas mal finalement à la description ancienne qu'on peut avoir du gnome. Après c'est qu'une théorie qui est la mienne pour le coup, donc j'ai pas vraiment de source à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de cette chronique. Normalement, si tout se passe bien, il y en aura d'autres. Le gnome c'était le plus facile, le reste ça va être un peu plus hardcore. Commencer par garder des trésors et finir trimballé par Amélie Poulain, c'est quand même un peu... Ouais, c'est ça. Effectivement. Je suis d'accord avec Steve. C'est un peu la loose, ouais. C'est vrai que c'est quand même un peu la loose, on va pas se mentir. Bah du coup, à toi Jules, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, avant de commencer mon titre, vraiment, je fais une très longue introduction. Alors simplement, aujourd'hui, vous en conviendrez peut-être avec moi, on vit dans un monde au sein duquel la science a pris une place plus ou moins prépondérante, hein, au-delà de simplement expliquer le monde qui nous entoure, comme elle a pu le faire dans ses débuts, hein, et puis comme elle peut continuer à le faire aujourd'hui. Ouais. Elle nous fait prendre conscience de la place qu'on y tient et d'à quel point notre compréhension de tout ce qui peut nous aider à dépasser nos champs d'action, à mieux vivre dans notre quotidien, à mieux vivre dans notre quotidien, à prévenir des désastres, etc., peut être utile. Donc on est passé d'une science, une espèce d'observation rationnelle curieuse, hein, à peu près, à quelque chose qui vient même aujourd'hui de l'ordre de l'aide à la décision, politique ou autre, hein, notamment ça débuté par la médecine, hein, c'est-à-dire les quarantaines, l'hygiène, puis aujourd'hui on est à fond dedans avec la prise de conscience environnementale, hein, depuis les années 70, voilà. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus inondé de contenus scientifiques divers et variés, qui se veulent presque, voilà, de l'aide à la décision sur comment peut fonctionner notre société ou autre. Et on le remarque particulièrement pendant cette crise sanitaire, hein, la science fait éruption partout. Ce qui nous permet de nous rassurer en nous donnant ou non des clés de compréhension, et donc d'action, hein, sur l'irruption de notre quotidien d'événements prévus, typiquement le Covid. Mais cette accessibilité et ce flot médiatico-scientifique va avec son lot d'incompréhension, de sentiments de trahison diverses, de complots, de faux résultats, d'effets d'annonce. On a tous pu en voir, je ne les citerai pas, hein, pendant ce confinement, puis pendant ce qui a suivi. Parce que, encore une fois, la science, c'est pas un navigateur de recherche magique qui donne gracieusement ou pas une réponse juste, véridique et estampillée, testée et approuvée. Comme je vous l'ai dit quand j'ai conclu ma dernière chronique, c'est une démarche, c'est un raisonnement. Et donc, si cette démarche si spéciale, hein, comprend de fait son lot de fausses évidences qui peuvent induire en erreur les personnes qui n'y sont pas confrontées, c'est normal. C'est toute une démarche intellectuelle qu'il faut travailler en fait avant de pouvoir être à l'aise avec. Et première, du coup, une de ces fausses évidences, quelque chose qui va pas forcément soi. Un résultat peut être juste et faux en même temps. Et voilà, ça c'est pas ça va pas forcément de soi. Ouais. Comme je vous le disais, ça paraît contradictoire. Et comme une image vaut bien plus que tous les discours, je me suis dit qu'une petite histoire valait mieux que toutes les explications techniques. Yes. Et ainsi donc, comme toutes les bonnes histoires, elles commencent par un... Il était une fois. Un début. Il était une fois, exactement. Ouais. Nous sommes donc le 30 novembre 1974 dans la vallée de l'Omo, dans le désert éthiopien. Maurice Tayeb, un géologue, est avec 3 collègues anthropologues, Tom Gray, Donald Johnson et Yves Coppens, qui aujourd'hui est assez connu maintenant. Ça fait plusieurs semaines que ces comparses fouillent la rivière d'Awash. En fait, un an auparavant, ils ont découvert ici des ossements d'un genou, qu'ils ont appelé le genou de Claire, donc découvert en 73. C'est Donald Johnson qui l'avait trouvé avec un de ses étudiants. Et donc, un an plus tard, ils reviennent et ont pour objectif de déterminer d'où venait ce genou et de trouver d'autres ossements. Et en fait, ils vont en retrouver quelques-uns. Petit à petit, des ossements se mettent à jour et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vous imaginez, ils sont
plein cœur du bush éthiopien, du désert éthiopien, ils vont trouver plusieurs autres ossements. Alors, le soir, vous imaginez, ils sont là, ils se mettent dans la tente, puis histoire de pas perdre le fil de ce qu'ils sont en train de faire, ils inventorient le soir même les objets qu'ils ont trouvés, ils les décrivent dans la tente le soir, et puis histoire de se mettre un peu d'ambiance, ils écoutent notamment une chanson en particulier, vous l'avez peut-être déjà entendu, une chanson des Beatles. Un peu moins scientifique. À moins que Lucie se shootait au LSD. C'est ça. Ils viennent donc de trouver la trace de la plus ancienne camée de l'humanité. Et donc cette découverte dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, Lucie, qui a souvent été appelée la grand-mère de l'humanité, quand les médias veulent faire du putaclic, recule devant rien. Ah bah là ouais. Mais donc cette découverte, qui pourtant est incroyable, on y reviendra, s'ancre dans une histoire beaucoup plus large. En effet, donc en 1924, Raymond Dart découvre dans les résidus de roche de la carrière de calcaire de la Northern Lime Company d'Afrique du Sud quelques ossements de faune, parfois de primates ou autres. Et l'un des crânes attire son attention. En fait, c'est un petit crâne assez simiesque dont il manque la partie arrière, mais qui a la caractéristique d'avoir gardé le moulage complet du cerveau qu'il contenait. D'accord. Et donc, ce petit crâne, ce cerveau, semble marquer un cerveau complexe d'un primate juvénile, un peu entre le singe et l'humain. Donc c'est en 1924 que Raymond Dart va l'appeler Australopithecus africanus, ce qui veut dire en fait le singe du sud de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce petit crâne est connu sous le nom de l'enfant de Tongue. Voilà, donc c'est en 1925 qu'on va commencer à parler d'un Australopithèque, ce singe du sud de l'Afrique, un peu entre homme et singe, comme on l'appelle. On cherchait à l'époque ce chaînon manquant, qui en fait n'a pas vraiment de raison d'être. On peut pas trouver un chaînon manquant entre deux espèces, c'est beaucoup plus fluide que ça. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant avec Lucie, donc qui est un Australopithèque, alors pas l'Australopithecus africanus qu'on a pu trouver en 1924, c'est un Australopithecus afarensis, donc une autre espèce. Faut savoir qu'on a toujours été différentes espèces d'hominidés à la surface de la Terre, et puis voilà, pour les Australopithèques, c'est exactement la même chose. En fait, on a plein d'espèces différentes de ce genre, Australopithèque. Et donc Lucie, cet Australopithecus afarensis, a cela d'intéressant qu'en fait, à l'époque où elle est découverte, c'est le préhumain le plus complet connu, avec 52 ossements sur 206. Ça peut paraître peu, c'est à peine 40% du tout, au total, si on prend la masse que représente le squelette, mais ça nous permet à l'époque de comprendre à la fois comment s'articule le squelette, comment les articulations marchent, comment se fait le mouvement, son poids, sa taille. En fait, ça nous permet de donner une image de ce que c'était qu'un Australopithèque. Et ça, c'est extrêmement important, autant pour les scientifiques que pour le public. C'est ce qui a beaucoup aidé aussi à sa diffusion médiatique. C'est aussi le premier fossile daté aussi précisément et daté de manière aussi ancienne. Par datation de la décomposition d'éléments radioactifs, des sédiments dans lesquels elle a été prise, on arrive à une date de 3,2 millions d'années. D'accord. Et donc, on arrive, grâce à cette découverte, à dresser le portrait d'une femelle d'1,10 m à peu près, possiblement enceinte, qui est sans doute tombée mortellement d'un arbre, et qui a été recouverte rapidement par une crue, avant qu'un charognard ne puisse la déterrer et détruire ses ossements. Donc il y a 3,2 millions d'années. Sachez que Homo sapiens, notre espèce, n'a que 300 à 250 000 ans, simplement. Donc on est largement plus loin, on est vraiment... raison pour laquelle, à l'époque, puisque c'était le plus ancien ossements datés, on l'appelait la grand-mère de l'humanité. Aujourd'hui, on monte à bien plus loin que l'Australopithèque, on remonte jusqu'à Toumaï, une autre espèce, jusqu'à 7 millions d'années. Mais voilà, donc on est sur ces espèces d'hominidés, de représentants du genre Homo, qui ont vécu en Afrique il y a entre 4,2 et 2 millions d'années. Et de nombreuses découvertes vont se faire, après de Lucie, en Afrique de l'Est, précisément, particulièrement au Kenya, avec des découvertes dans les années 70, dans l'Afar éthiopien, dont Lucie, ce qui, donc dans une région qu'on connaît sous le nom de Grand Rift, cette partie est de l'Afrique. En fait, c'est une énorme balafre tectonique qui sépare la corne de l'Afrique du reste du continent. Et en fait, cette espèce de balafre, et puis vu qu'on trouve à peu près tous les ossements par là-bas, fait que Yves Coppens va développer une théorie qu'on appelle la théorie de l'East Side Story. Ouais. En fait, c'est une théorie selon laquelle, il y a des dizaines de millions d'années, enfin une dizaine de millions d'années, ce rift se crée et va séparer donc l'ouest de l'Afrique avec cette partie est. Et en fait, cette différenciation, cette séparation va créer deux climats différents, deux environnements différents. Et donc deux groupes de singes auraient évolué selon ces environnements. Alors on aurait à l'ouest un environnement plus humide et boisé, et à l'est un environnement plus sec, occupé par la savane. Sinon, les singes de l'Est, privés de l'abri des arbres, auraient dû s'adapter. Et à ce moment-là, la bipédie, le fait de se mettre sur deux pattes au lieu de quatre, leur aurait permis de mieux se déplacer au sol en voyant plus loin, au-dessus des hautes herbes. Si vous avez déjà regardé l'Odyssée de l'espèce, c'est exactement la théorie qui est avancée à ce moment-là. Imaginez, nous sommes à moins d'10 millions d'années.
Les dinosaures ont disparu depuis 50 millions d'années. Mais d'autres formes de vie de plus en plus élaborées continuent de se développer. Les mammifères se multiplient. La dérive des continents a donné à la Terre le visage qu'on lui connaît. Dans les grandes forêts africaines, plusieurs espèces de primates s'épanouissent. Ces populations de singes vont se faire piéger par une catastrophe naturelle. Sous la pression de forces telluriques, le continent africain se déchire. Les singes sont pris dans la tourmente. L'immense faille du Grand Rift se forme. À l'ouest de cette faille, une barrière montagneuse qui arrête les pluies. À l'est, un haut plateau, puis la mer. La faille devient une barrière sur des centaines de kilomètres. De part et d'autre, la vie va suivre des chemins radicalement différents. Les singes survivants sont divisés en deux groupes, ceux de la forêt et ceux de la savane. Ce sont ceux de la savane qui vont trinquer. Sous l'effet du changement climatique, la grande forêt a disparu. C'est quelque chose qui a été assez relayé, qui s'appuie sur cette corrélation d'indices, cette séparation tectonique très forte, et puis la densité d'ossements qu'on arrive à retrouver dans cette zone du monde. Raison pour laquelle on a parlé donc, du berceau de l'humanité, c'est de là que tout aurait commencé. Mais toute cette belle histoire très médiatisée est remise en cause en 1994 par un chercheur du nom de Ronald Clark. Et là commence vraiment notre histoire. Des introductions emboîtées cette fois-ci. Alors nous sommes dans la vallée de Blobank, en Afrique du Sud. On revient en Afrique du Sud, vous vous rappelez, là où avait été découvert le premier Australopithèque au final. On est dans les grottes de Sterkfontein. En fait, ces grottes, elles ont été découvertes en 1896, et à l'époque, elles étaient magnifiques. Apparemment, il y avait des concrétions partout, toutes scintillantes, etc. Mais bon, les mentalités étant différentes, une mise en tourisme, entre 1918 et 1920, l'a rapidement détruite. Chacun ramène à peu près son petit souvenir. Vous imaginez, ça va relativement vite. Et cette grotte va par la suite être exploitée pour ces cristaux, et que pour tous les sédiments en fait qui se sont entassés dans la grotte, qui sont devenus très durs, et qui en fait regorgent plein de minéraux assez recherchés. Donc en fait, tout simplement, on va la faire péter à la dynamite. On fait pas péter la paroi, on fait péter tous les sédiments qui sont dedans, mais qui sont durs comme de la pierre. Donc voilà, on fait péter, ça va être une carrière souterraine en quelque sorte, jusqu'en 1939. Et ça va s'arrêter en 1939 parce qu'en 1936, Robert Broom découvre dans les gravats qui sortent de la grotte des morceaux de squelette et une dentition supérieure qui semblerait être un primate. Et en 1947, ils vont carrément découvrir, avec un collègue à lui, Robinson, il découvre le squelette d'un Australopithèque qui, à l'époque, bien avant Lucie, sera le plus complet jamais retrouvé. Donc dans les décennies qui suivent, en fait, on va tout arrêter et puis on va fouiller. Et au total, pendant plusieurs décennies, ça va être plus de 500 Australopithèques différents qui vont y être découverts. Ah oui, d'accord. Un gisement incroyable. Mais bon, on n'est pas sur les plus anciens fossiles de hominidés, on est sur simplement une très forte densité. Et au total, aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de vestiges mis à jour sur 25 000 hectares. C'est assez concentré, soit un tiers des découvertes de ce type sur tout le continent africain. Ces différents ossements, ils couvrent une période clé, l'apparition du genre Homo. À l'époque, on est plutôt de l'ordre de 1-2 millions d'années, en fait on sait pas trop, il n'y a pas vraiment de date. Et puis cette population, elle est étrange. On est à des milliers de kilomètres au sud du Grand Rift, berceau de l'humanité dont je vous parlais. Donc est-ce qu'il s'agit d'une population qui serait venue du Nord, plus tard, ou est-ce que ce serait là le véritable berceau de l'humanité? Et en fait, il est là le vrai enjeu. Et c'est là le vrai enjeu scientifique. Donc forcément, ça va attirer les passions. Et c'est là que débute l'histoire d'un certain Ronald Clark. En 1994, ce paléoanthropologue fouille, comme il a pu en prendre l'habitude, les gravats de Sterkfontein à la recherche de fossiles anciens. Et là, à sa grande surprise, il remarque 4 ossements d'un pied gauche, ce qui semblerait être un hominidé. Cet individu mystère, dont on n'a retrouvé que le pied, probablement détruit à la dynamite pendant l'exploitation de la grotte, prend le nom de STW 573 et prend le surnom de Littlefoot. Et pendant plusieurs années, ce petit pied, en fait, il va rester attaché à un fantôme. Jusqu'à ce qu'en 1997, Clark découvre d'autres ossements du pied du même individu, encore une fois dans des gravats. Et là, une idée lui vient. Et si le reste du corps était toujours dans la grotte? Alors têtu, il va réaliser un moulage de ce fragment de pied, et avec ses assistants, Stephen Mostumi, Nwade Nolefe
ils vont dans la grotte de Sterkfontein, moulage à la main. L'objectif, c'est de tester, entre guillemets, d'insérer la base sectionnée du pied dans chaque infractuosité de la grotte, en espérant trouver le reste, l'endroit où ça s'encastre parfaitement. Ça voudrait dire que le reste du squelette est derrière, dans la roche. Vous imaginez le travail, la grotte fait plusieurs kilomètres, ça va être compliqué de tester chaque infractuosité. Mais bon, les heures, les jours passent, et soudain, 2 jours seulement après avoir débuté l'expérience, l'un d'eux s'exclame « Ça y est ! Littlefoot, ou STW 573, vient de devenir la plus ancienne Cendrillon du monde. » C'est pas mal. À une explosion de dynamite près, le corps aurait été totalement détruit. En fait, simplement le pied a pété, et on a pu découvrir la suite. Alors plusieurs années de travail vont être nécessaires pour dégager le squelette. En fait, on va dégager le bloc à peu près, à peine, et puis à la fraiseuse, tout doucement, on va enlever, parce que c'est de la roche, hein, c'est vraiment pas juste du sable à enlever. On n'est pas dans l'introduction de Jurassic Park. Là, c'est vraiment à la fraiseuse, on va enlever tout doucement, et ça va durer vraiment des années pour réussir à l'extraire totalement. Et au final, on obtient une femelle d'Australopithecus prometheus, complet à plus de 95%. Rappelez-vous, Lucie, c'est 40%. Ah oui. À peine. Ah oui, là, c'est beaucoup plus complet. Ah oui, on a en fait ici le squelette le plus complet d'Australopithèque qu'on ait jamais retrouvé. Alors d'après la position, parce qu'il est exactement dans la position dans laquelle il s'est décomposé, il est mort, il semble être tombé. Problème, on est tout au fond de la grotte, sous plusieurs autres galeries. Comment est-ce qu'il a pu tomber? D'où ça? Et surtout, grande question, celle qui pourrait répondre à la problématique générale, de quand date-t-il? Alors là, les archéologues viennent pour dater. Ils arrivent, ils regardent, et il semble que l'individu, donc comme je vous le disais, soit tombé dans la grotte, et a été recouvert par un écroulement. Peut-être qu'il y a eu une autre entrée à un autre endroit. Ouais. Et Littlefoot est pris dans des sédiments, comme je vous l'ai dit, qui sont devenus durs avec le temps. Donc en fait, comment s'accumulent les sédiments? Ça s'appelle la stratigraphie, c'est très simple, c'est que les différentes couches vont se déposer, il y a des choses qui s'étalent, du sable ou autre, ça reste là, puis d'autres sédiments vont arriver, s'accumuler par-dessus, et chaque couche s'accumule sur la précédente. C'est la base de la stratigraphie. Chaque strate, c'est chaque couche. Ainsi, il suffit de dater les sédiments qui ont scellé Littlefoot, qui l'ont recouvert, pour avoir une idée de son âge. Alors voilà, il commence à prendre des échantillons, il date, et la date tombe 2,2 millions d'années. Presque 1 million d'années plus jeune que Lucie. D'accord. Et donc, le berceau de l'humanité n'est pas là. Oui. On reste bien sur l'Afrique de l'Est. Et la question semble tranchée. Très bien, remballer les stylos, c'est bon, c'est pas là. Mais Clark trouve cette datation étrange, parce qu'en fait, pour lui qui est paléoanthropologue, trouve que les traits de Littlefoot, le squelette en lui-même, sont trop archaïques pour être aussi jeune. Et pour lui, il est sûr, il doit y avoir une erreur. Et cette nouvelle intuition de Ron Clark lui fait appeler un géomorphologue de l'université de Toulouse qui s'appelle Laurent Bruxelles. Alors ce dernier, il va arriver, et puis c'est son boulot, c'est un géomorphologue, lui, son boulot, c'est d'observer les formes du relief, de déduire l'évolution du paysage, qui peut être extérieur ou souterrain. Et donc là, lui, qui est assez spécialisé en grotte, va arriver et va déchiffrer la stratigraphie du site, la mise en place de la grotte, comment elle s'est formée, etc. Il va voir beaucoup plus large que ça, histoire de pouvoir comprendre le détail de Littlefoot. Et il va en déduire que la cavité a connu en fait une évolution assez étrange. Alors remontons bien loin en arrière. Littlefoot, qui est un petit australopithèque, qui à peu près 1m10 de hauteur, qui marche, mais qui se balade aussi dans les arbres, et qui, comme tout petit animal de l'époque, peut faire de mauvaises rencontres, et comme un grand nombre d'australopithèques trouvés sur le site, il a probablement été tué par un félin de l'époque, qui l'a transporté sur un arbre, comme le font aujourd'hui les jaguars, pour le manger, tout simplement. Et ces arbres, en fait, vous imaginez, c'est un environnement de savane, en fait, ils poussent souvent au-dessus de gouffres, parce qu'il y a de l'air frais qui sort, c'est assez agréable. Il va souvent y avoir des petits bosquets, comme ça, qui vont se faire juste au-dessus de gouffres d'entrée souterraine. Ouais, c'est un endroit sympa pour manger un australopithèque. Exactement, un petit endroit cool. Mais du coup, des fois, au hasard de maladresse, des cadavres peuvent tomber en contrebas dans les galeries. C'est probablement ce qui est arrivé à Littlefoot, par une sortie qui aujourd'hui n'existe plus, parce que après des sédiments, donc de la terre, des blocs, des sables, ont comblé la grotte. Et l'eau s'est infiltrée, donc par l'extérieur, dans ces sédiments, et a déposé de la calcite, c'est du cristal, dans les interstices, ce qui a rendu dure toute la partie supérieure de ce bouchon, en fait, tout simplement. Et puis après, l'eau a circulé dans la grotte, normalement, et a évacué tous les sédiments qui étaient en dessous. Ce qui fait que, vous aviez simplement une entrée ancienne qui était bouchée. La grotte s'était bouchée par le haut. Et puis petit à petit, puisqu'il y a de l'espace en bas, d'autres sédiments arrivent, des sables s'accumulent en dessous. Et au fur et à mesure, ça va refaire la même opération. La partie haute devient dure, le bas est dégagé, puis se re-remplit, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, tout est inversé. Les sédiments ne se sont pas déposés les uns sur les autres, mais se sont accumulés en sens inverse. Voire parfois se sont immiscés dans une séquence plus ancienne. Bref, c'est un sacré bordel.
Et donc en réalité, la datation des archéologues était juste, le résultat était juste, mais leur méconnaissance de l'histoire de la mise en place de la grotte a fait qu'ils ne savaient pas ce qu'ils dataient. Eh oui. Et donc du coup, le résultat final était faux. Ils ont eu juste et faux en même temps. Alors, fort de cette nouvelle connaissance de la grotte, ils ont pu, donc géomorphologues et archéologues, trouver quels sédiments il était pertinent de dater pour trouver l'âge de Littlefoot. Et un nouvel échantillon a été prélevé en 2015, c'est assez récent. La date est tombée, Littlefoot, STW 573, est tombé dans la grotte il y a 3,67 millions d'années, soit un des plus vieux australopithèques du monde, D'accord. pas totalement le plus vieux, et voilà. Et ça a énormément relancé le débat, vous imaginez, autour du berceau de l'humanité. Bah oui, du coup, forcément. Exactement, grâce à ce genre de découverte, on sait aujourd'hui que la localisation des fossiles, vous voyez énormément de fossiles en Afrique de l'Est, énormément en Afrique du Sud, bah c'est pas lié à la localisation des individus. Ça veut pas dire qu'il y avait beaucoup plus d'australopithèques en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Non, mais sûrement. En fait, c'est simplement que les conditions pour sauvegarder ces vestiges étaient bonnes dans les deux endroits. Ouais. En Afrique de l'Est, on a pas mal de volcans et des lacs anciens qui vont pouvoir recouvrir de sédiments très vite les carcasses qui y tombent. C'est ce qui est arrivé à Bussy. Alors que dans l'Afrique du Sud, on a des grottes, des gouffres dans lesquels on a pu faire tomber des choses qui s'y sont conservées. Donc en fait, le vrai enjeu, c'est de trouver les endroits qui ont pu conserver des choses. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas vraiment représentatif des populations de l'époque. Et donc le berceau de l'humanité, ça reste un lieu assez mythique et flou. Et beaucoup de disciplines s'évertuent encore à chercher. Paléogénéticiens, paléoanthropologues, géomorphologues, etc. Et c'est une combinaison de toutes ces approches qui permettra peut-être de pouvoir un jour se tenir à l'aube d'un coucher de soleil, à l'endroit où pour nous tout a commencé. Alors la morale de cette histoire, s'il doit y en avoir une, c'est qu'on peut à la fois avoir un résultat juste, et pourtant en déduire quelque chose de faux. C'est comme ça que fonctionne la science. C'est des perpétuelles erreurs corrigées et recorrigées à travers le temps. Donc il est important de croiser les regards et de donner à d'autres la possibilité de nous montrer d'autres visions, d'autres compréhensions, pour véritablement approcher d'une réponse à une question. Et ça, c'est une leçon qui est encore d'actualité. En restant dans le domaine de la préhistoire, en 2018, Dirk Hoffmann de l'Institut Max Planck d'anthropologie de l'évolutionniste d'Allemagne a découvert donc des peintures en Espagne, a daté, en tout cas des peintures, puisque c'est son travail, lui il est géochimiste, a daté des peintures en Espagne qu'il a daté de 65 000 ans, sachant que nous, Homo sapiens, à qui on attribue pourtant toutes les œuvres d'art jusqu'à présent, toutes les peintures en tout cas, on arrive en Europe qu'il y a 40 000 ans. Ça veut dire que ce n'est pas nous, ça veut dire que c'est Néandertal, et ça a été un bouleversement total dans le domaine scientifique. Et pourtant, en fait, c'est des résultats qui sont énormément remis en cause, parce que, effectivement, les dates sont très bonnes, on n'est pas face à des gens qui viennent à peine de commencer, ils s'y connaissent, ils savent ce qu'ils font, donc les dates sont bonnes. Et simplement, ils ont daté quelque chose de tellement fin, un film tellement fin, qui peut être tellement perturbé par l'environnement à côté. Il peut y avoir plein de recristallisations très ponctuelles, en fait, ils savent pas vraiment ce qui date. La datation est bonne, mais il peut y avoir tellement de perturbations de l'ordre millimétrique, c'est-à-dire juste à côté, vous pouvez avoir des dates qui n'ont rien à voir. Ouais. En fait, vous ne savez pas ce que vous datez. C'est flou, en fait. Exactement. Donc, la datation peut être bonne, le résultat peut être beaucoup plus discutable. Et ainsi donc, on ne peut pas s'appuyer que sur la datation. Il n'y a pas de science absolue, il n'y a pas un chiffre qui va mettre tout le monde d'accord. Il faut croiser les approches. Est-ce que les peintures ont des styles graphiques qu'on retrouve à des périodes qu'on a pu dater à côté? Est-ce que, c'est par la combinaison de toutes ces approches complémentaires qu'on peut répondre à des questions beaucoup plus générales? Et aujourd'hui, ça s'applique à beaucoup de choses. Cette volonté, cette recherche d'une vérité, et donc l'esprit critique, ce raisonnement doit être appliqué même pour des découvertes assez sensationnelles comme le Covid, qu'on peut faire parler beaucoup d'elles pendant le confinement. Encore une fois, il faut croiser les résultats. La science ne se tient pas à une personne qui peut donner un résultat. Ça se confronte, ça s'agglomère, et c'est une toile de découverte. On peut conclure que du coup, l'important, c'est aussi d'être pluridisciplinaire, en fait. Grâce à d'autres sciences, on peut découvrir plein d'autres choses en s'alliant les uns les autres. L'important, c'est la démarche, c'est la curiosité, et c'est d'être... L'important, c'est participer. Voilà. Et donc, rappelez-vous, on peut avoir juste et faux en même temps. Ouais, et ça, c'est vachement important, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut pas enseigner une vérité unique, parce que la vérité peut être plurielle, en fait. Tout dépend ce qu'on en fait, en fait, aussi derrière. Exactement. Merci, du coup. Comme l'a si justement souligné Tif, l'important, c'est de participer. Et du coup, merci à vous deux pour votre participation. Merci à toi. À cette petite émission. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Merci encore à vous également, chers auditeurs du soir comme du matin,
en espérant que vous soyez présents au rendez-vous pour chaque lundi. Merci à vous tous et à très bientôt pour un nouvel épisode où on parlera à nouveau de tout et de rien. Pendant l'Antiquité... D'accord. Tu vas voir, des fois je fais des d'accord comme ça parce que c'est normal, c'est moi. Comme j'écoute, des fois je fais des commentaires. Pas de souci. Oh. Pas de souci.